Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le 24e épisode et le dernier de la saison du Beau Rôle, le podcast où les textes prennent vie. Aujourd'hui, plongeons-nous au cœur de la passion et des tourments de l'âme avec l'une des plus grandes figures du romantisme français, Alfred de Musset. 2 points, ouvrez les histoires. Né à Paris en 1810 dans une famille d'artistes, Alfred de Musset devient vite un jeune prodige de la poésie et un dandy de la scène parisienne. Malgré une vie tourmentée par les excès et une liaison tumultueuse avec George Sand, il signe des chefs-d'œuvre d'une sensibilité rare. Élu à l'Académie française, son génie dramatique ne sera reconnu qu'au XXe siècle. C'est en 1834 qu'il écrit « On ne badine pas avec l'amour ». Bien plus qu'une comédie, cette pièce transpose ses propres blessures sentimentales à travers le destin des personnages. 2 cousins, Perdiccand et Camille, s'aiment depuis toujours, mais cette dernière, éduquée très strictement par les sœurs du couvent, toute victime d'amour malheureuse, a appris à ne pas faire confiance aux hommes. Elle a donc pris la décision d'y retourner et de vouer sa vie à Dieu tout en continuant de cacher ses sentiments. L'extrait que vous entendrez est issu de l'acte 2, la scène 3 où Perdiccand se promène dans les champs avec Rosette, jeune paysanne et sœur de lait de Camille, ainsi que la scène 5 où a lieu près d'une fontaine une confrontation explosive. Entre Camille et Perdiccand, les mots deviennent des armes. Ce qui commence comme un débat philosophique sur la foi et la fidélité se transforme vite en un duel passionnel. Puisque ta mère n'y est pas, viens faire un tour de promenade. Croyez-vous que cela me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez ? Quel mal y trouves-tu ? Je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille ? Ne suis-je pas ton frère comme le sien ? Des mots sont des mots, et des baisers sont des baisers. Je n'ai guère d'esprit et je m'en aperçois bien sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire. Selon qu'on leur baise la main droite ou la main gauche, leur père les embrasse sur le front, leurs frères sur la joue, leurs amoureux sur les lèvres. Moi, tout le monde m'embrasse sur les 2 joues, et cela me chagrine. Que tu es jolie, mon enfant. Il ne faut pas non plus vous fâcher pour cela. Comme vous paraissez triste ce matin, votre mariage est donc manqué ? Les paysans de ton village se souviennent de m'avoir aimé. Les chiens de la basse-cour et les arbres du bois s'en souviennent aussi. Mais Camille ne s'en souvient pas. Et toi, Rosette, à quand le mariage ? Ne parlons pas de cela, voulez-vous ? Parlons du temps qu'il fait, de ces fleurs que voilà, de vos chevaux et de mes bonnets. De tout ce qui te plaira, de tout ce qui peut passer sur tes lèvres sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres, à ce qu'il me semble. Regardez donc, voilà une goutte de pluie qui me tombe sur la main, et cependant, le ciel est pur. Pardonne-moi. Que vous ai-je fait pour que vous pleuriez ? Trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela ? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible et un rendez-vous par-dessus tout ? Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit ? Est-ce une coquetterie ? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles. Il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue ? Bonjour cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main, malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser, le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyez-vous là et causons. Avais-je fait un rêve ? Ou en fais-je un autre en ce moment ? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas ? Je suis d'humeur changeante, mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible ? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites comme au jour d'autrefois ? Oui, Perdiccand, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine, cela est tout simple, j'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse ? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes, et vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses ? Pourquoi cela ? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu, Les avez-vous aimées ? de tout mon cœur. Où sont-elles maintenant ? Le savez-vous ? Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne suis ni leur mari ni leur frère. Elles sont allées où bon leur a semblé. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement
et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé. Comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot. Comme leur amour avait langui, et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles, comme une figure étrangère est venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance. C'était moi que je voyais agir tandis qu'elle parlait. Ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance? À moi? Oui, et cela est naturel, vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous aimais, Perdican. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie, et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère, comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours il en meurt dans nos dortoirs, et tous les jours il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles, mais ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Perdican? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Il s'en est trouvé quelques-unes qui me conseillent de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdican. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car la sensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie, et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous? Vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir. Mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « Oui, j'y étais », puis qui penserait aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est pas une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux palliera peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau, et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, Perdican, ne raillez pas.
Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant, je te laisse dire, et j'ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non ? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas ? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre, et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris ? Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver ? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente ? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et te font sentir, à ton sang vermeil, la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont ? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles ? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge. Savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin ? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme ? Ah, comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main ? Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes ? Tu reniais les jours de ton enfance ? Et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié la leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est rien pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas ? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » C'est tout pour aujourd'hui. Pour continuer l'histoire de Perdican et Camille, rendez-vous en bibliothèque, en librairie ou sur internet. Et voilà, c'est la fin de la toute première saison du Beau Rôle. Déjà 1 an qu'on traverse et qu'on parcourt ces histoires ensemble. Le podcast a été lancé en juin dernier et on a passé un cap magnifique car il a été écouté près de 1300 fois. C'est un immense bonheur et un très très grand plaisir pour moi. Alors je voudrais lancer une grande salve de remerciements. D'abord un immense merci à vous, chères auditrices et auditeurs, que vous soyez là depuis le début ou que vous veniez de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire vivre ce podcast, à l'écouter, à le partager, à vous abonner. Continuez à le diffuser autour de vous. Il est fait pour tout le monde, à tous les âges, pour les adultes familiers avec cette littérature, pour ceux qui ont un peu plus de mal à ouvrir un livre, mais aussi pour les ados qui ont besoin d'écouter ces œuvres dans le cadre de leurs cours. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les enseignants qui utilisent déjà ce podcast comme ressource auprès de leurs élèves. Ce projet, il vit aussi grâce à de super relais. En premier, un grand merci au libraire.fr, ce réseau de librairies indépendantes françaises qui compte plus de 400 partenaires, qui a parlé du podcast et qui repartage régulièrement les publications sur Instagram. Bien sûr, un très grand merci également à toute l'équipe de Radio RGB 99.2, la radio locale associative de Cergy-Pontoise. Suivez ce qu'ils font sur la bande FM et sur Internet. Depuis février, ils me permettent d'enregistrer le podcast chez eux et de le diffuser sur leurs ondes. Et c'est d'ailleurs ici même, dans leur studio, que j'achève ce tout dernier épisode de la saison.
Enfin, bien évidemment, ces remerciements ne seraient pas complets sans une adresse à mes fans de la toute première heure, mes parents bien sûr, mais aussi particulièrement Charlotte et Léa, que vous avez entendu dans cet épisode, Issa et Manon, qui ont été les 4 voix additionnelles de cette saison. Ils m'accompagnent au quotidien, me soutiennent et participent activement au projet, alors cœur sur vous. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, quel rendez-vous se donne-t-on pour la suite ? Déjà, on va passer l'été ensemble sur les réseaux, vous aurez plein de petites coms, d'infos, d'exclusivités, de coulisses sur Instagram tout au long des mois de juillet et août. Et puis je vous l'annonce officiellement, il y aura bien sûr une saison 2, c'est sûr et certain. Cette saison 2 commencera dès le 1er septembre, donc pas d'épisode cet été, mais dès la rentrée on reprend le rythme de 2 épisodes par mois, le 1er et le 15. Alors mettez vos alertes, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Deezer, YouTube ou toute autre plateforme d'écoute, et bien sûr sur Instagram pour être à l'affût. Cette année 2026-2027 va être remplie de défis et de découvertes. Cette saison 2 sera marquée par plein de belles surprises et notamment une grande nouveauté. Nous partirons à votre rencontre directement dans des médiathèques et festivals. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, restez connectés pour suivre toutes ces aventures. Merci encore à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné de près ou de loin dans ce projet. Et en attendant la rentrée, je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à aller piocher dans les épisodes que vous n'auriez pas encore écoutés, à les réécouter et à les partager avec vos proches. Prenez soin de vous, on se retrouve en septembre. Et d'ici là, n'oubliez pas, 2 points, ouvrez les histoires.